On y va? Premier slide avec le plan, Adam, si tu veux bien. Ok. Donc, on va commencer par, si vous le voulez bien, une petite intro sur l'ITSM, l'agilité, les enjeux associés à la fois à l'ITSM et l'agilité. La présentation de JSM, Jira Service Management. On vous expliquera un petit peu pourquoi on a pris cet outil-là pour illustrer notre propos. Les avantages de cet outil de la suite Altation. Le fonctionnement de base. Et puis ensuite, on verra comment justement on peut intégrer Service Management et l'agilité. Et enfin, on terminera par les offres ADN qu'on peut le proposer dans ce cadre-là. Voilà. Donc, en intro, ce que l'on constate chez la plupart de nos clients, c'est qu'on a d'un côté des outils qui sont conçus pour l'agilité et de l'autre côté des outils qui sont plutôt conçus pour IT Service Management. Donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions d'ITIL, V2, V3, on est maintenant à la V4, je crois. Et on voit que ces outils, chez la plupart des clients, c'est pas systématique, mais dans la grande majorité, restent cloisonnés. Ce qui signifie que, typiquement, voilà, on a une rupture entre une demande de changement qui peut être réalisée avec un outil ITSM et l'implémentation du changement dans le cadre d'un projet géré en cycle en vie de type agile. Et donc, ça pose des problèmes de traçabilité entre la demande de changement et la modification du code. Slide suivant, Adam. Voilà. Voilà, on a gestion des incidents, gestion des changements, gestion des demandes d'incidents. On pourrait avoir la gestion des problèmes, évidemment, la gestion des versions, bien évidemment. Ce qu'on constate, c'est que ces outils-là, on les trouve plutôt dans des grands groupes. Alors, pour ce qui est des sciences de la vie, donc plutôt dans les grands groupes pharmaceutiques ou les grands groupes de dispositifs médicaux. En revanche, la majorité des entreprises de dispositifs médicaux, tout ce qui est gestion incident, gestion des changements, etc., ça reste des formulaires, soit Excel, soit Google Sheet, soit Word. Voilà. Suivant. Et donc voilà le panorama que l'on observe. C'est d'un côté des PME du dispositif médical ou des initiatives qui font de l'agile. Donc l'agile, bien évidemment, ça s'appuie sur des outils pour gérer l'agilité. Donc en numéro 1, je dirais la suite Altation. Mais avec quand même de la gestion des changements qui est soit pas tracée, soit réalisée d'un point de vue papier, enfin sur des supports papier, quand on est dans des systèmes qualité de type ISO 13485, où effectivement ces process doivent être documentés. Et donc on a quelque chose qui est un peu bizarre, c'est que d'un côté on est agile avec des softs Jira, Confluence et d'autres, GitHub, et de l'autre côté on a la gestion des changements qui est soit pas faite, soit vaguement faite avec du papier. Sur les grands groupes, on a plutôt des gestions des changements, incidents sur les outils ITSM. Donc dans les grands groupes, actuellement, c'est vrai que ServiceNow quand même se taille la part du lion. Et puis, on a une tendance qui est quand même de plus en plus avérée, d'aller vers le développement et la gestion de projets agiles
mais ces deux mondes, en fait, ne se parlent pas encore complètement dans les grands groupes. Suivant, Adam. Voilà. Donc, on a dans les industries pharmaceutiques ou dans l'industrie pharmaceutique une accélération de la consommation des services SaaS. Et donc, se pose la question de comment je gère les incidents, comment je gère l'agilité, puisque les fournisseurs travaillent en mode agile, voire, et de plus en plus, les laboratoires développent leur propre système, leur propre service. Donc, on a oublié là de passer quelques petites questions. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je vais rattraper et lancer un petit sondage concernant les outils ITSM pour savoir en fait est-ce que vous utilisez un outil ITSM ou non. Donc, si vous voulez bien répondre. Et bien évidemment, si vous répondez, enfin, ou si vous ne répondez pas d'ailleurs, on va partager les résultats. Voilà, il y a encore quelques personnes qui peuvent voter. Hein. Voilà, donc je vais fermer le sondage, on est à 87% et je vais partager le résultat. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on a quand même une majorité de gens qui utilisent ServiceNow, hein, parmi les gens qui participent au webinaire. Parce que ce qui était drôle, c'est que quand moi je vois l'évolution des scores, hein, et au départ on était à 100% ServiceNow. Voilà. Mais on a quand même, vous voyez, alors c'est vrai que là dans le webinaire, on a une population de dispositifs médicaux qui n'est pas extrêmement représentée. Mais en fait, il y a quand même des gens quand même qui gèrent les incidents avec des formulaires papier. Hein. GLPI, beaucoup, hein, voilà. Et Jira Service Management, vous voyez un petit peu quand même 15%, ce qui est une surprise pour moi en tout cas. Voilà, j'ai peut-être une autre question. Alors celle-là, elle est peut-être un peu plus pour les gens qui ont répondu sur ServiceNow. Donc voilà. Avez-vous une intégration ServiceNow Jira? Donc on aura moins de votants, bien évidemment, mais c'est intéressant. Ah, il y a quand même une personne qui... Très bien, donc je vais partager le résultat. Voilà, donc il y a quand même une personne qui a une intégration entre ServiceNow et Jira. Très intéressant. Mais que la majorité des gens qui ont ServiceNow, donc vous voyez, ça ne communique pas, hein, d'où leur présence à ce webinaire. Ok, on passe au slide suivant. Voilà, donc la question n'était pas forcément innocente, hein, donc effectivement l'intégration, les connecteurs, ben, c'est un peu le symptôme de ces deux mondes qui sont en train de converger et qui doivent converger, puisque même en ITIL aujourd'hui, on parle plus de chaînes de valeur de service, hein, plutôt que de service à proprement parler. Donc on a bien un discours autour de la valeur et de la production, je dirais, de valeur. Donc pour le webinaire, on a, pour des questions de facilité et soyons clairs aussi de pédagogie, on a préféré illustrer le propos avec la suite Altacian, car voilà, il y a une intégration qui est assez aboutie maintenant entre les deux mondes, et donc ça permet de bien comprendre en fait les différents, le sujet. Voilà, alors je regarde.
Donc j'ai une question, c'est est-ce que l'intégration ServiceNow et Jira est compliquée? Bon, elle n'est pas forcément très compliquée, mais elle n'est pas forcément non plus très aboutie. Voilà. Ok, slide suivant. Voilà, alors peut-être qu'avant ce slide-là, j'avais peut-être une petite question. Hop, un petit sondage. Connaissez-vous la méthodologie Git? Si tout le monde veut bien essayer de répondre. Voilà. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre de vous positionner. Hein, et ça correspond un petit peu à ce qu'on constate. Hein, c'est qu'il y a un changement de paradigme qui s'opère, hein, notamment en termes de validation. C'est voilà, il y a de plus en plus de code. Et donc, voilà, il y a des nouveaux outils, entre guillemets, qui apparaissent. Et notamment les outils qui s'appuient sur la méthodologie Git. Donc, je vais partager le résultat. Voilà. Donc, GitHub, oui, j'utilise GitHub, 38%. Oui, j'utilise GitLab, 17%. Donc, GitLab, c'est un peu plus récent. Hein. Bitbucket, 0%. Voilà. Un autre outil. Non, j'aimerais des explications, 41%. Donc, vous voyez que ça reste majoritaire. Hein. Donc, c'est donc là-dessus, on ne s'est pas tellement trompé. Donc, c'est pour ça que on va laisser Adam nous présenter un petit peu le principe général. Et c'est important de bien le comprendre parce que pour toute la suite, ce qui dit agilité, dit code, dit DevOps, dit pipeline, etc., qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui puissent, à défaut d'être parfaitement compris, au moins avoir un premier vernis. Pardon. Je te laisse la parole, Adam. Ok, ok, très bien. Alors du coup, qu'est-ce que Bitbucket? Donc Bitbucket, c'est un logiciel d'Atlassian qui va se reposer sur la méthodologie Git. Donc ça va être un logiciel de gestion de code. Donc le workflow Git, il est assez simple à comprendre. C'est que on va avoir les développeurs qui vont faire leur développement sur leur machine locale. Et donc c'est tous ces développements donc qui va se passer dans le working directory, donc dans la machine locale. À un moment, il va falloir les, euh, les partager avec les autres développeurs, donc son équipe. Donc pour ça, dans le workflow Git, on a ce qu'on appelle un remote repository. Donc le remote repository, c'est ce qui est accessible par tous les développeurs. Et donc c'est là où va y avoir le code finalisé de tous les développeurs. Donc et le working directory, c'est là où on va faire tous nos développements. Et donc entre les deux, on a ce qu'on appelle un local repository. Où en fait, une fois que le développeur a fait ses développements, donc a fait son brouillon, si je peux appeler ça comme ça, il va commit son brouillon, donc son état final de son code, dans dans son local repository, donc pour appuyer ces changements à l'aide d'une, comment dire, un peu comme d'une validation, donc qui va dire j'ai fait ma fonctionnalité A, et donc c'est ce bout de code là, et donc il va le mettre ça dans son local repository. Donc ensuite, il va le partager avec les autres personnes de l'équipe à travers le remote repository. Donc les opérations les plus importantes à retenir, c'est l'opération de commit. Donc c'est là où en fait on va déclarer nos différents changements dans le code à travers cette opération-là. Et donc, hop, j'étais pas sur le bon slide. Donc Bitbucket, c'est un outil d'adaptation. Donc on va retrouver, ici on a une capture d'écran de notre remote repository. Donc on va retrouver le code qui a été développé avec les différentes branches. Donc une branche, c'est dans la méthodologie Git, pardon, c'est un ensemble de codes qui concerne un thème. Donc par exemple, on peut faire une branche fonctionnalité A où je vais avoir tout mon code qui concerne la fonctionnalité A. Je vais faire une branche fonctionnalité B où je vais avoir tout mon code qui concerne la fonctionnalité B. C'est un peu des parties cloisonnées pour euh, bien différencier les différentes parties de notre projet.
Donc le système de branches, c'est important aussi à comprendre pour plus tard. Et avec Bitbucket, ce qui est bien, c'est qu'on est directement intégré à notre environnement Jira. Donc c'est-à-dire que dans tous nos commits que l'on va faire, on va pouvoir dire que ce commit-là est associé à un certain ticket de Jira. Donc du coup, on va retrouver dans notre environnement Jira tout le développement associé à ce ticket. Et inversement, on va retrouver dans Bitbucket euh, quel développement correspond à quel ticket. Donc maintenant, on va passer à la présentation de Jira Service Management. Je crois qu'il n'y a pas d'autres sondages, non. Donc Jira Service Management, donc des petites généralités pour commencer. Donc c'est encore Attends, une il fois. y a des questions, comment dire, sur Git là. Ah, Euh, alors c'est exprimé en anglais, mais je ne sais pas si Nisrine veut une réponse en anglais ou c'est juste en français, mais bon voilà. C'est, est-ce que vous pouvez expliquer le fetch, le merge et le pull? alors le pool, c'est comment dire, c'est un peu l'opération qu'on va faire au début quand on va se ramener, quand on va commencer un projet qui est déjà en cours. Donc il y a déjà du code qui a été fait dans le remote repository. Donc nous, ce qu'on veut, c'est directement pouvoir travailler à partir de ce code. Donc on va faire une opération de pool. Donc c'est une opération qui va être faite au tout début, donc qui va être faite une fois. L'opération de fetch et merge. Donc fetch, ça va comparer l'état du remote repository avec l'état du local repository. Et après, dans l'opération de merge, on va associer les différences. Donc c'est-à-dire que dans l'état fetch, on va vérifier les différences, et dans l'opération de merge, on va associer les différences qu'il y a entre le remote repository et le local repository. Donc ça peut être un merge automatique, donc c'est-à-dire que si les différences dans le code ne sont pas dépendantes l'une de l'autre, ça va merger automatiquement, donc sans que l'utilisateur ait des manipulations à faire. Mais s'il y a des dépendances entre le remote repository et le local repository, le merge va être plutôt manuel, avec l'utilisateur qui va devoir un peu changer son code. Alors on a une autre question concernant, en gros, ça contrôle la qualité du dev. Euh, Pas vraiment, ça contrôle les branches et les branches qui sont développées pour implémenter telle ou telle feature ou fonctionnalité. Pour la qualité du code, euh, généralement, en 2021, on a des logiciels de contrôle du code, hein, qui contrôlent automatiquement le code pour dire, ben voilà, on a respecté tel standard, pas tel standard, il y a des boucles, il n'y a pas de boucles, enfin, des choses comme ça, quoi. Enfin, ou des choses plus évoluées, des choses assez évoluées. Nous, on utilise Embold, enfin bon, il y a SonarCube. Voilà, bon, il y a pas mal de logiciels aujourd'hui qui existent et qu'on branche à ces outils de gestion de code pour donner une note de qualité de code. Mais c'est a priori deux choses différentes. Voilà. OK. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions sur Git, je vais reprendre la présentation de Jira Service Management. Donc Jira Service Management, c'est un outil de l'éditeur australien, donc Atlassian, donc qui a fait Jira Software, Bitbucket et Trello. Donc comme c'est un outil de l'éditeur Atlassian, ça va être lié nativement à Jira et Confluence. Donc Jira, ce que j'entends par Jira, c'est Jira Software, donc l'outil de gestion de projet. Jira Service Management, c'est entièrement configurable par l'utilisateur final. Donc ça peut être des projets ITSM. Donc ce que j'appelle type Jira Software, c'est que ça va être sur la même plateforme que les projets de Jira Software, mais ça va pas être des projets Jira Software, c'est des projets ITSM. Donc Service Management, il est accessible en ligne avec deux versions possibles, donc Cloud de Data Center. Et comme les autres outils Atlassian, ils possèdent une marketplace avec beaucoup de plugins disponibles, même s'il y en a moins que sur Jira Software et Confluence, il y en a quand même pas mal. Donc Jira Service Management, donc dans l'outil, on va avoir des remontées clients à l'aide d'un portail web. Donc le portail web, il peut être en partie customisable.
On peut changer un peu les couleurs, les logos, les textes affichés. Et donc, à l'aide de ce portail web, on va créer des tickets liés à des demandes clients. Donc, par exemple, si j'ai une demande, report bug, ça va me créer un ticket dans Jira Service Management bug. Si j'ai une demande de technical support, ça va me créer un ticket dans Jira Service Management de support. Mais par exemple, si j'ai une demande suggest a new feature and suggest improvement, ça va me créer tous les deux un ticket de changement à l'intérieur de Jira Service Management. Les demandes, c'est ce qu'on va afficher à l'utilisateur, et les tickets, c'est ce qui est dans l'outil Jira Service Management. Donc, on va avoir plusieurs files d'attente disponibles pour la résolution de toutes ces demandes. Donc, avec des workflows personnalisables pour chaque type de ticket. Du SLA qui peut être configuré. Évidemment, la signature électronique qui est présente ici comme sur Jira Software. On peut avoir aussi des rapports, donc c'est-à-dire des rapports d'après résolution de tickets ou de demandes. Donc on peut avoir des rapports sur est-ce que j'ai réalisé mes demandes dans le temps imparti par le SLA. On peut avoir des rapports sur combien j'ai de demandes par semaine de changements, de bugs, d'incidents. On peut aussi avoir des rapports sur la Customer Satisfaction. Donc, on peut proposer au client, une fois le ticket résolu, de noter notre compétence à lui répondre. Donc, on peut avoir tout type de rapports qui peuvent être soit sur Jira Service Management directement, soit sur Confluence, donc sur des pages Confluence, pour avoir des documents un peu plus propres que de visualiser sur Jira Service Management. Donc la structure de Service Management, donc elle est composée d'un portail client, donc où les différents clients vont pouvoir réaliser leurs différentes demandes. Et donc ces demandes vont être transformées sous forme de tickets dans Jira Service Management, qui vont être amenés dans différentes files d'attente. Donc dans Jira Service Management, on parle d'agents. Donc les agents, c'est ceux qui vont traiter les tickets dans la file d'attente. Et donc dans la tarification Atlassian, on ne paye que pour nos agents. C'est-à-dire qu'on ne paye pas les clients, donc on peut avoir autant de clients qu'on veut. Et on ne paye pas, si on paye les utilisateurs de Jira Software, mais ce n'est pas la même tarification que Jira Service Management. Donc, on peut imaginer un fonctionnement comme celui-ci, où un client va venir faire sa demande et donc créer un ticket dans Jira Service Management. L'agent va voir la demande et va l'escalader, donc la lier à un ticket de Jira Service Management à un ticket de Jira Software pour que ses collaborateurs travaillent sur ce ticket de Jira Software. Donc c'est pour avoir une économie de coût en fait, vu qu'on ne paye que les agents. Et donc du coup, le collaborateur, une fois qu'il a fini de travailler sur son ticket, il va pouvoir redire à l'agent, j'ai fini ce ticket-là, tu peux répondre au client comme quoi j'ai fini ce ticket-là, tu peux répondre ce que j'ai fait entre guillemets. Donc par exemple, si c'était une demande de support et que l'agent n'est pas capable de répondre, il va le demander à une certaine équipe et l'équipe va répondre à l'agent et donc l'agent va pouvoir transmettre la réponse au customer, au client. Donc c'est un principe de fonctionnement qui sert à faire, encore une fois, des économies de coûts pour éviter d'avoir toute l'entreprise en tant qu'agent. Parce que les agents, ce sont ceux qui vont répondre aux clients. Ok. Euh, donc les différents avantages de JSM, donc du Service Management. Donc les possibilités de l'outil, c'est que on a des catégories de conçus pour des catégories, des catégories de tickets conçus pour la gestion des incidents, des catégories de tickets conçus pour la gestion des changements, des catégories de tickets conçus pour la gestion de demandes de services. On a aussi des tickets support, des tickets bugs. On peut créer nos propres tickets.
un peu comme Jira Software. Donc, on peut gérer, traiter et prioriser le travail à travers les files d'attente. Donc, par exemple, si jamais j'ai une demande qui date d'il y a une journée, je vais prioriser d'abord cette demande-là plutôt que celle qui date d'il y a 5 minutes. Donc, on a des actions en masse, donc on peut faire des liens Jira avec Jira Software, des liens avec Confluence, des liens avec Bitbucket qu'on verra un peu plus tard. On peut commenter, on peut attribuer les différents tickets et on peut faire des transitions, donc c'est-à-dire faire des transitions dans le workflow de nos tickets. Donc ensuite, on a un registre des services. Donc un registre des services sur JSM, c'est un peu comme une CMDB sur les outils ITSM traditionnels. Donc c'est-à-dire que c'est là où on va dire, on va préciser tous les services qui existent dans notre entreprise, et qu'on va leur attribuer différents tiers, donc tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, et on va pouvoir dire qui est responsable de ce service ou qui travaille dans ce service. Donc pour pouvoir lier les différentes demandes clients à ces services-là. Donc ensuite, on a une base de connaissances, donc qui est intégrée à Confluence. Et on a une intégration, une configuration simplifiée. Donc comme c'est un outil d'Atlassian, tous les autres outils d'Atlassian sont comment dire, intégrés assez nativement à cet outil. Et la configuration de liaison entre ces outils est assez simple. Donc, les possibilités de JSM, oui, donc il y a la mise en place de workflows suivant chaque type de ticket. Donc, on peut avoir un workflow différent pour les tickets de changement. On peut avoir un workflow différent pour les tickets d'incident. Donc, il y a la possibilité d'avoir une signature électronique conforme au 21 CFR part 11. Et il y a la possibilité d'avoir une distribution automatique de la répartition des tickets. Donc ça, on verra ça un tout petit peu un peu plus tard dans la présentation, mais on va utiliser Jira Automation. Donc c'est un outil qui est compris dans Jira Service Management, et on va pouvoir dire par exemple si j'ai mon utilisateur A qui a 4 tickets et mon utilisateur B qui a qu'un ticket, le prochain ticket qui arrive va être automatiquement distribué à mon utilisateur B. Donc aussi, on peut avoir une automatisation des processus redondants. Donc encore une fois, avec Jira Automation. Donc si par exemple on, on, on a une demande de changement qui est liée à un certain service et on sait déjà que si c'est lié à ce service, alors le changement est d'un certain type, d'une certaine criticité, on peut automatiser le remplissage de champs à travers Jira Automation au lieu de devoir les remplir à la main à chaque fois. Donc c'est pour vraiment avoir une automatisation de quelque chose qu'on va faire souvent et qu'on est sûr qu'on va faire tout le temps. Et il y a la possibilité aussi d'avoir une validation de changement avant déploiement. Donc c'est-à-dire qu'on va, à travers notre pipeline qu'on verra plus tard, on va avoir un environnement staging, donc un environnement de simulation on va dérouler notre code, notre logiciel, notre produit, et il y a un utilisateur qui va devoir aller voir l'environnement de simulation. Et une fois que si ce qui se passe dans l'environnement de simulation lui convient, il va appuyer sur en gros un bouton OK et ça va déployer sur l'environnement de production. Et si jamais ça lui convient pas, il va appuyer sur le bouton non OK. Et donc il faudra refaire des changements pour que le produit convienne aux requirements demandés. Donc, on va passer au fonctionnement premier de JSM. Donc, on va rentrer dans une vidéo euh, où j'ai pas vraiment allé dans l'histoire d'automatisation, j'ai pas vraiment rentré dans le paramétrage, j'ai juste montré, comment dire, une création de demande simple avec une résolution de cette demande simple. Donc, je vais pas vraiment rentrer dans les détails. Donc, vraiment pour comprendre le fonctionnement de JSM.
Donc là, on se retrouve sur un projet de service management. Donc on voit qu'on est sur la même interface que nos projets Jira Software. Donc c'est vraiment un projet service management, un projet ITSM. Donc on va avoir différents canaux. Donc il y a, oups, je voulais mettre pause. Donc il y a tout d'abord un canal d'email. Donc à chaque fois qu'on va recevoir un mail sur cette adresse mail, ça va nous créer un type de ticket qu'on définit. Donc de base, c'est un ticket support. On va avoir le portail web, donc qui s'appelle ici le centre d'aide, et on peut avoir la possibilité d'avoir un widget. Le widget, en gros, c'est un bout de code web qu'on va pouvoir intégrer sur notre site assez facilement. Et donc du coup, on va pouvoir faire des demandes à partir de notre site, donc de ce widget, directement sur Jira Service Management. Donc là, on va aller sur le portail web. Donc on va se créer une demande de Get IT Help. Donc là, je vais d'abord me mettre je vais d'abord écrire Wi-Fi en fait pour vous montrer que lorsque quelqu'un va faire une demande, l'outil va automatiquement chercher si cette demande n'est pas déjà, comment dire, comprise dans la base de connaissances que vous aurez construite au préalable ou construite au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et donc du coup, cette base de connaissances elle est sous Confluence, donc c'est des pages Confluence. Et donc si jamais on clique dessus, on va avoir un affichage sur le portail web de cette page Confluence. Et on pourra aussi on peut, comment dire, utiliser toute la puissance de Confluence pour faire notre édition euh, de pages et qui sera automatiquement transmise à JSM pour qu'il le montre aux différents utilisateurs quand ils taperont les bons mots-clés. Donc là, je vais créer ma demande. Donc je vais mettre un summary, une description très détaillée. Donc évidemment, on peut attacher des pièces jointes à notre demande. Donc ça peut être des captures d'écran, ça peut être des documents. Et donc là, une fois que ma demande est écrite, donc là je suis toujours sur mon portail web. Donc là, je visualise ce que le client voit, donc ce que le customer voit. Et donc là, on voit rendre prioritaire et d'autres tickets à annuler la demande, mais c'est parce que comment dire, je suis aussi agent du projet, donc c'est pour ça qu'on voit ces différents champs, mais qui normalement ne s'affichent pas à un client normal, si je puis me permettre de dire ça. Donc du coup, si on retourne sur notre projet JSM et qu'on va sur notre file d'attente qui est lié aux demandes de service, donc on voit qu'il y a le ticket qui s'est automatiquement rajouté. Et donc il a été rempli comment dire, par l'utilisateur sur le portail web. Donc la demande de service, là, il n'y a aucun champ en plus comparé à la description. Mais par exemple, dans les tickets de changement et dans les tickets d'incident, on va avoir bien évidemment des champs en plus, donc des champs supplémentaires. Donc là, je montre qu'on peut à tout moment lier un ticket Jira Service Management avec un ticket Jira Software. Donc j'ai juste appuyé sur associer un ticket et ça s'est fait tout seul, quoi. Donc c'est comme j'ai dit, c'est que l'intégration elle est native vu que c'est le même produit, enfin que c'est le même éditeur, pardon. Donc on voit le SLA configuré sur la droite, donc avec une time to first response qui est de 4 heures et time to resolution qui est de 8 heures. Donc je vais changer d'état dans mon workflow. Donc à tout moment, je peux ajouter une note interne de répondre au client en dehors du workflow. Mais si jamais j'utilise mon workflow, je vais pouvoir préciser dans mon workflow que si je veux passer d'état waiting for response to en cours, je dois avoir une réponse au client qui doit être faite.
Ça, je peux le rendre obligatoire. Donc là, je montrais qu'on pouvait un peu personnaliser sa réponse pour faire plus que du texte noir en Arial. Et donc là, on a changé d'état dans notre demande et on a fait une réponse au client. Donc si on se repositionne sur le portail web, on va voir que mon état de ma demande est passé en cours, que je peux voir la réponse qui a été réalisée et qu'il y a une réponse automatique en plus supplémentaire qui dit que ma demande est désormais en cours. Et en plus de l'actualisation sur le portail web, euh, le client qui a fait la demande va recevoir un mail comme quoi sa demande a changé d'état et va pouvoir voir la réponse qui a été mise par l'agent qui a répondu. Bon, dans ce cas-là, c'est moi qui assume les deux rôles, mais je pense que vous avez compris l'histoire. Donc là, on va simuler le fait que dans mon ticket Jira Software, j'ai pris en compte la demande et que je l'ai finalisée. Donc du coup, si je voulais faire les choses bien, j'aurais pu utiliser Jira Automation pour me dire que à partir du moment où ce ticket qui est dans Jira Software est terminé, ce ticket-là doit passer en résolu. Et donc j'aurais pu avec Jira Automation envoyer une notification automatique à l'agent pour dire que le ticket Jira Software était fini et que on devait passer le ticket de Jira Service Management en résolu. Bon là je l'ai. Adam, je Oui, peux faire une petite remarque, hein? oui, Donc là, parce qu'on a une question de temps, donc c'est la suite là qui est. On commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, hein, entre la partie ITSM et la partie agilité. Donc là, on voit bien qu'on arrive à faire communiquer donc l'utilisateur avec les gens qui vont être responsables de l'implémentation d'un service, et notamment un service ici logiciel, hein. Parce on va y revenir, mais c'est vrai que les outils ETSM au départ, c'était surtout pour gérer des assets, et notamment beaucoup de machines virtuelles ou des choses comme ça. À partir du moment où tout devient logiciel, on voit que naturellement le besoin de faire un lien entre des process, entre guillemets, ITSM et du logiciel, ben ça devient une réelle préoccupation, puisqu'en fait, tout devient logiciel, et notamment l'infrastructure, puisque bon, vous savez maintenant que voilà, on parle d'infrastructure as a code, et que bon, il y a encore évidemment des machines virtuelles, mais dans quelques années, euh, voilà, elles disparaîtront. Aujourd'hui, on n'a plus de base de données, mais on a des services de base de données, etc. Donc là, ça fait vraiment sens d'avoir ce lien entre les outils ETSM et les outils de l'agilité pour développer du code. Et il y a des connecteurs, évidemment, ServiceNow, Jira, mais on voit bien qu'il y a besoin de les connecter. Il nous reste 20 minutes, Adam. Peut-être qu'il faut oui. peut-être passer à la suite, parce que sinon, j'ai peur qu'on n'aura pas de temps pour prendre des questions, hein. Ok. Donc là, j'ai juste montré pendant que tu parlais qu'il y avait la possibilité de rajouter une signature électronique et que d'avoir la possibilité qu'on ne puisse pas passer à un certain état tant que la signature n'a pas été faite. Donc là, juste à la fin de la vidéo, on voit que tous mes champs SLA ont été, comment dire, validés puisque j'ai répondu dans les temps et que là, je peux donc fermer ma demande. Donc maintenant sur GSM et l'agilité, donc on va passer à Jira Automation. Donc Jira Automation, c'est un générateur de règles sans code, donc qui peut soit être fait au niveau global, donc c'est-à-dire au niveau global de notre environnement Jira, soit au niveau d'un projet. Donc il est basé sur des événements Jira. Donc par exemple, à chaque fois qu'un ticket est créé, à chaque fois qu'un champ change, on va rentrer euh, dans cette règle. Et donc ça permet de développer des règles conditionnelles. Donc par exemple, si un ticket a été créé et que ce ticket c'est un ticket de type bug, alors je passe je mets ça comment dire à mon équipe dev
ou sinon si c'est un autre, j'assigne ça à quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose qui va permettre d'automatiser nos processus Jira avec des règles qui sont comment dire, assez visuelles, donc où il n'y a aucun code dedans, donc que tout le monde peut faire. Donc par rapport à ce qui a été présenté dans les anciens webinaires, donc on s'était arrêté à la partie agilité et DevOps. Donc cette fois, on va pouvoir ajouter la partie ITSM et ITOps avec Jira Service Management. Donc on voit que les outils de la suite Atlassian sont capables, entre guillemets, de tout faire, donc d'avoir la chaîne complète. Donc avec la partie gestion agile sur Jira Software, la partie DevOps avec Bitbucket et Bitbucket Pipeline, et la partie ITSM avec Jira Service Management. Euh, donc là, c'était pour montrer qu'il y a la possibilité de configurer notre pipeline, donc possibilité de spécifier qu'est-ce que l'on doit faire comme différentes étapes à l'intérieur de notre pipeline en fonction de où on se trouve dans nos branches de Bitbucket. Donc on voit par exemple que si jamais je me trouve dans ma branche master, je vais faire les étapes qui correspondent à ma branche master. Si je suis dans une branche feature slash n'importe quoi, je vais faire ce qui se trouve dans la branche feature slash n'importe quoi. Et sinon, je fais ce qui est par défaut, ce qui peut être vide. Donc, Alors auparavant, j'avais un petit oui, sondage là, peut-être. Je vais peut-être le lancer avant que tu. oui. Hop, si tout le monde veut bien, parce que c'est un peu de ça dont on est en train de parler là. Si vous pouvez répondre à ces questions-là. Parce qu'en fait, ce qu'on vous montre là, encore une fois, hein, c'est bon, Adam parle beaucoup de la subaltation, mais c'est pour illustrer. Et cette illustration, après, vous pouvez l'implémenter chez vous sur d'autres outils. Alors, ça sera peut-être moins intégré, mais dans les fondamentaux, ça vous donne quand même des bonnes idées sur comment implémenter ça chez vous et comment le décrire. Hein. Parce que certains d'entre vous auront GitLab, d'autres GitHub, etc. Peu importe. Mais là, notre idée, c'est vraiment d'illustrer et après, vous pouvez le décliner. Hein. Voilà. Donc, je vais partager le sondage. Si tout le monde veut bien voter, parce que là, je faiblis un petit peu, j'ai que 65%. Bon, ok. Voilà. Vous voyez, donc on a une majorité de gens qui se bah, ouais, il y a quand même des choses à améliorer. Hein. Voilà, donc ça nous conforte dans notre volonté de. Et alors peut-être donc il y a les changements et puis je vais peut-être lancer cet autre sondage si vous voulez bien. Cette fois-ci c'est sur les releases, hein, puisqu'on a de plus en plus ben voilà, de transformation digitale avec de nouveaux business models qui peuvent être lancés. Hein. Donc il y a une différence entre release et version. Hein. On peut avoir des versions, puis après il n'y a que certaines versions qui seront libérées, donc release. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est partie des choses sur lesquelles vous êtes plus familier ou plus à l'aise. Vous voyez, apparemment c'est un peu surprenant, mais ça se rééquilibre un petit peu. Mais voilà, apparemment les gens sont plus à l'aise, se sentent plus à l'aise avec comment dire, avec les releases qu'avec les changements. Voilà. Bon, alors on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, puisque avec l'agilité, vous allez voir qu'il y a des vrais changements de paradigme. Pardon. Vas-y, Adam. Ok. Alors du coup, donc là, jusqu'à présent, dans nos différents webinaires, notre pipeline ressemblait à ça. Donc on avait différents changements qui étaient apportés dans le code, ce qui allait déclencher notre pipeline. Donc dans notre pipeline, on allait faire une étape de build et de test. Ces tests allaient être remontés automatiquement sur Jira Software, donc à travers le plugin X-Ray. Et ensuite, on allait faire notre étape de déploiement si les tests étaient succèdent pour rendre notre application disponible. Donc là, ce qui va se rajouter en plus, c'est qu'on va avoir une création automatique d'un ticket de changement qui va se mettre directement dans notre projet JSM, donc à notre étape de déploiement.
Donc ça, c'est pour JSM, comment dire, standard. Donc là, par exemple, on peut s'imaginer qu'on va faire une création automatique d'un ticket de changement quand on va être dans un environnement de test, donc dans un déploiement d'environnement, dans un environnement de test. Mais avec JSM Premium, euh, on peut rajouter, comment dire, une sécurité en plus. Donc c'est-à-dire qu'on va déployer d'abord dans un environnement de simulation, donc de validation. On va créer notre ticket de changement à l'intérieur de notre projet JSM. Et donc là, on va être dans un état où on va être en attente d'approbation. Donc si c'est approuvé, on va pouvoir déployer dans notre environnement de production, par exemple. Et si c'est pas approuvé, on va repartir à l'étape où il faut faire des changements dans le code. Mais là, le trigger initial, hein, comme il a indiqué, c'est bien le change dans le code, quoi. Hein, c'est ça qui est effectivement le véritable changement, hein, c'est que entre ITSM et agilité, c'est que l'agilité, ben, effectivement, on fait la modification, on regarde, on la teste, hein, alors que d'habitude, on a plutôt l'habitude de faire de renseigner notre formulaire de change et de change request et que ce soit approuvé et ensuite faire la modification dans le code. Là, c'est l'inverse. On fait la modification dans le code et ça déclenche le ticket de change. Ok. Donc du coup là, on va se retrouver sur une vidéo où j'ai démontré, bah, j'ai fait une petite pipeline, donc qui est vraiment très basique, où donc j'ai vite fait expliquer, hein. C'est que si on commit sur notre, enfin, si on push sur notre branche main, ça va faire ces étapes-là. Et si on push sur nos branches feature slash n'importe quoi, on va faire ces étapes-là. Donc, ce qui change, c'est que ici, dans mon étape, dans ma branche main, je vais déployer dans l'environnement de production et je vais avoir un trigger manuel qui va être fait. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir un utilisateur final qui va déployer, c'est-à-dire qu'il va devoir venir appuyer sur un bouton OK. Et ici, j'ai un déploiement automatique qui est fait, donc sur un environnement de test. Donc, j'ai quelques lignes des codes donc d'affichage de texte basique pour qu'on va retrouver dans notre exécution de pipeline à la fin. Et donc là, on peut voir que j'ai déjà un environnement de production qui tourne. Donc il y a déjà eu un déploiement donc qui est lié à ma release 4. Et donc là, je peux, à l'intérieur de Bitbucket, donc, définir mes différents environnements. Donc là, j'en ai trois, j'ai test, tagging et production. Et donc là, si je fais un commit d'un d'un code tout simple où ça affiche Hello World, à l'intérieur d'une branche qui s'appelle Features Hello World, donc qui va déclencher mon déploiement dans un environnement de test, que je vais voir ma pipeline. Donc là, on va d'abord se retrouver dans un état in progress, donc le temps que la pipeline se fasse. Donc j'ai coupé un peu la vidéo pour qu'on soit directement dans l'étape successful. Donc voilà, donc là c'est bien in progress. Donc là j'arrive dans l'état successful. Donc on voit qu'il y a mes deux étapes qui ont été faites. Donc l'étape build test et l'étape déploiement. Donc que j'ai comment dire, que j'ai l'affichage de texte que j'avais spécifié à l'intérieur de ma pipeline. Et le déploiement, avec encore une fois une petite ligne de texte pour montrer qu'on a bien les logs sur notre outil. Donc là, on voit que maintenant j'ai un environnement de production, un environnement de test qui tourne. J'aurais dû faire l'inverse d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc on voit qu'on a la possibilité de voir sur Bitbucket nos différents environnements qui tournent. Et donc que sur mon projet JSM, j'ai un ticket de changement qui s'est automatiquement créé, donc qui est lié à mon déploiement 5, qui va avoir une description automatiquement remplie, donc avec où sur quelle branche ça a été fait, enfin sur quelle pipeline a été déclenché.
dans quel environnement et quel déploiement. Et donc du coup, j'ai directement mon service affecté, donc qui est le service démo. Et donc je peux, voilà, donc là je peux, comment dire, j'ai les fonctionnalités de JSM de base qui sont liées à un ticket de changement. Et donc bah, je peux remplir mes différents champs liés à ce ticket de changement et continuer le workflow. Et donc du coup, dans dans mon étape de déploiement, donc quand j'ai déployé, je peux voir tout ce qui a été, comment dire, tout ce qui a changé par rapport à mon ancien état d'environnement avec le nouveau que je viens de déployer. Donc évidemment, comme avant, il n'existait pas, là, il y a tout ce qui a été ajouté. Donc j'avais qu'un seul commit qui s'appelle Hello World. Et donc on peut voir quel code a été ajouté et quelles sont les différences qui ont été mises. Et on peut voir aussi, j'ai pris un screen après parce que j'ai oublié de le faire sur ce commit-là, quels sont les tickets Jira liés à ce changement dans le code. J'ai relancé la vidéo. Donc oui, donc voilà, là j'ai refait un déploiement où j'ai associé un commit avec un ticket Jira. Donc je peux voir que dans l'onglet Issues, j'ai le ticket Jira associé à le changement, enfin au commit que j'ai fait. Et donc du coup, pour montrer un peu ce que ça donne avec la version premium, donc là on commit, on fait notre pipeline, et donc là on est dans un état où on est dans un état d'attente, donc on attend d'approbation. Et donc on peut voir le ticket qui a été créé sur Jira Service Management. Donc là on voit que on est en attente d'une approbation, et donc que cette approbation, l'approbateur peut être, comment dire, peut être soit fait automatiquement en fonction du service associé, soit on peut le rentrer manuellement lors de la création du ticket de changement. Et donc du coup, une fois que l'utilisateur a validé, comment dire, a validé le déploiement, bah, ça finit la pipeline et on passe dans l'environnement de production. Je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant ce temps. Ouais, peut-être revenir sur le dernier slide et poser, savoir s'il y a des questions par rapport à ce qui a été exposé. Sur lequel? Sur celui-là? Oui, mais vous pouvez des questions générales. Hein. Faut qu'on parle des services. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Bon. Donc là, on a bien, si vous voulez, cette convergence entre ces deux mondes, hein, enfin, de plus en plus vers le monde du logiciel pur. Et donc, dès qu'on touche au code, ben, notamment avec enfin, normalement, effectivement, c'est ça qui devrait se passer. Hein. Et qu'avec le pipeline, on va dans un environnement de validation, la personne regarde si bien tous les tests ont bien été exécutés, ou on a bien une trace de tous les tests qui ont été automatisés, pas automatisés, ou simplement documentés. Elle approuve, et à ce moment-là, on est sûr qu'on a bien la bonne traçabilité, quoi. Voilà. Mais le change, il part pas simplement voilà, d'un portail ou d'un élément papier. Bon, il est évident que toutes ces applications-là, elles sont en mode cloud, et ce qui permet d'avoir des équipes réparties pour maîtriser le cycle de vie logiciel agile, hein, puisqu'en fait, ça devient quand même un petit peu la norme. Donc, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, ah si, voilà, je savais bien qu'il y a une petite question quand même.
Alors, paf, 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 quelle est la question? Alors, est-ce que l'intégration de Git et ITSM se fait au niveau de l'étape déclencheur ou est-ce que cette connexion est propre à Jira Automation? Alors, ça me paraît pas très très clair. Alors, je vais essayer d'ouvrir le micro de la personne. Normalement, vous devriez. Vous pouvez essayer de. C'est votre. Voilà, vous pouvez partager votre question, s'il vous plaît, Oui, puis on va essayer d'y répondre avec Adam. Ou Adam, on va essayer d'y répondre. merci beaucoup. Je vais essayer de m'expliquer. C'est vrai que rédiger, c'est pas très évident. Quand vous avez parlé au départ de l'intégration du mode agile avec ITSM en termes d'outils, là, ça me paraît clair sur le schéma. Si on parle des outils Jira Service Management et Jira Software sont connectés, donc la connexion me paraît évidente. Si on a, si on a le système ITSM, pas Jira, est-ce que cette connexion, c'est-à-dire est-ce que le process classique qui est, on a un déclencheur, on a une phase de build and text, validation et ça va vers le déploiement, ça se trouve chez ITSM. Est-ce que la connexion se fait entre le départ, l'étape de départ qui est le déclencheur, et le fait que ce soit lié à la modification du code? Je pense pas que j'ai... Alors, si j'ai bien compris la question, c'est la connexion entre les différents outils, elle se fait à l'intérieur de la pipeline. Donc là, j'ai utilisé la pipeline qui est Bitbucket Pipeline. Hmm. Mais par exemple, si vous utilisez du coup, comment dire, cette étape de ticket changement créée automatiquement, elle est native parce que je suis sur le même outil, enfin le même Mhm. éditeur. Mhm. Mais à l'intérieur d'une autre pipeline, par exemple, si je passe sur Jenkins et que vous utilisez ServiceNow, je peux spécifier à l'intérieur de ma pipeline. Alors, je veux créer un certain type de ticket sur ServiceNow. Ce sera, comment dire, peut-être pas aussi rapide, mais c'est faisable. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai bien précisé que là, nous, on donne une intégration pour montrer voilà, des idées de process. Alors évidemment, là, c'est un monde merveilleux, tout est intégré, etc. Mais le principe, vous pouvez l'implémenter avec vos propres outils, sauf que ça sera, voilà, il y a un peu plus de paramétrage à faire, quoi. D'accord, ok. Merci. Alors, j'ai une autre question. Est-il possible de lier JSM d'un compte, donneur d'ordre, avec Ticket Jira d'un autre compte, sous-traitant DevOps? D'un autre compte, c'est-à-dire que on va pas être sur la même instance Ben, d'Atlassian. en fait, ouais, je sais pas si c'est ça la question. Enfin, je vais ouvrir le micro de Nadia. Allez-y, Nadia, je vous laisse exprimer votre question ou reformuler votre question. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez, il y a beaucoup de sous-traitance dans le métier du développement. Si Jira est utilisé en tant qu'outil avec Bitbucket pour la partie développement, mais que cette équipe de développement est un sous-traitant d'une entreprise qui fait appel à cette entreprise pour faire du développement, mais qui veut gérer les tickets qui remonteraient de ses clients, pour pas être tout dépendant, par exemple, de l'environnement de son sous-traitant en cas de changement de sous-traitant, par exemple. Est-ce que ça reste des outils, on va dire, Atlassian? Admettons qu'on est JSM côté donneur d'ordre et Jira côté DevOps. Mais est-ce qu'on peut faire des liens quand c'est effectivement des comptes apparemment de clients différents Atlassian? Alors oui, mais encore une fois, ce sera un peu plus compliqué parce qu'il faudra passer par une étape d'authentification à l'intérieur de la pipeline pour que sur l'autre environnement, il accepte qu'on crée des tickets à sa place, quoi. D'accord, Ce comme sera, des ce sera relations pas. d'approbation Ah oui. entre. Oui. Mm. C'est ça. Mais Ok, encore une fois, ce sera pas aussi rapide et facile à mettre en place, mais c'est réalisable. Mm. ok. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Alors, j'ai une autre question de Sylvie, et puis après, on passera à l'offre ADN. Ça concerne où est fait l'analyse d'impact d'un changement. Alors, on va donner la parole à Sylvie. Si vous voulez vous exprimer. Votre son est coupé apparemment. Sylvie, l'analyse. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi, je suis plutôt côté qualité. Oui. Et donc, en fait, tous ces outils-là, bon, je les connais pas bien, mais je voulais savoir, d'un point de vue qualité, où on fait l'analyse d'impact d'un changement, à quel endroit? Alors, soit vous la faites à partir de Jira, dans le ticket, vous avez toute la traçabilité. Et si ça a été paramétré correctement, vous pouvez redescendre jusqu'au code. Okay. Soit quand c'est dans le cas, généralement, si vous êtes qualité, je pense que ça serait plutôt à partir de Jira que vous feriez l'exploration, quoi. Okay. Ou JSM. Pour un codeur, bon, on pourrait le regarder aussi à partir du code, hein, puisqu'en fait, on a tracé. Dans l'exemple qui est donné ici, la traçabilité, on peut l'avoir quel que soit je dirais, l'outil. Mais pour un profil qualité, je dirais que ça serait plutôt dans Jira sur lequel vous avez la traçabilité, quoi. Et lisible facilement pour quelqu'un Oui, qui... oui, lisible. À partir du moment où vous avez la bonne story, vous cliquez dedans et puis sur la droite, vous avez le commit qui est associé, le pipeline qui a été utilisé, vous avez tout, hein. Ok. Merci. Merci. Oui, je vous en prie. Ok. On va passer rapidement à au service ADN. Donc nous, bon, ces services sont relativement lisibles, hein. C'est audit de l'existant et proposition d'amélioration par rapport à votre environnement. Intégration, configuration, validation, et puis formation. Hein, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un besoin important de formation pour comprendre tout ce qui se passe. Et c'est un petit sondage que j'aimerais faire un peu en live là. Est-ce que vous seriez partant pour des formations en ligne sur une demi-journée, des formations à plusieurs niveaux, mais déjà des formations de type intro, quoi, qui pourraient se présenter sous forme de webinaire comme celui-là, mais un peu plus poussé et qui durerait, mettons, une demi-journée ou 2 demi-journées? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre simplement dans le chatter. Oui, a priori, je serais intéressé par des formations d'introduction pour mieux comprendre en fait ces sujets-là. Voilà, si vous pouvez me donner quelques... D'accord. Ok. Bien. Donc, merci de votre attention. Est-ce que vous avez quelques questions